permettez-moi maintenant de commencer le panel sur l'écosystème et d'accueillir Elisabeth Siroux de The Original, directrice commerciale, Pascal Jungfer, CEO et fondateur d'Areca, Arnaud Bernet, directeur des ventes corporate d'American Express, Romain Delcroix, directeur des ventes de Concur, et bien sûr Mathilde Laguerre, directrice achat indirect chez Danone France. Ouais, c'est bon. Alors, ce panel sur l'écosystème, c'est quelque chose qui est devenu maintenant un peu une habitude chez HRS. On a déployé ça également sur le CLF en Allemagne et en Italie. Et on trouve que c'est vraiment passionnant de pouvoir avoir des acteurs en fait de tout notre écosystème et pouvoir avoir des points de vue différents et discuter de sujets et notamment aujourd'hui de l'IA. Avant de poser mes questions au panel, je voudrais un peu vous faire un point sur la situation entre guillemets dans le monde et sur notre secteur. Ce qu'on constate, c'est que depuis la pandémie, il y a quand même eu des évolutions majeures avec notamment, je dirais, des points de géopolitique qui nous ont tous frappés, la guerre en Ukraine, les conflits à l'heure actuelle au Moyen-Orient. Il y a eu également la mise en place du CSRD. J'espère que vous êtes tous au courant de ça. En début 2025, vous allez tous devoir fournir des documents et des informations sur la partie sustainability. Et c'est basé sur des données que vous aurez collectées en 2024. Donc, ça va nous impacter. On a également, bien sûr, un ralentissement de l'économie à l'heure actuelle avec des entreprises qui ont décidé de commencer à réduire sur les effectifs. On a eu quelques annonces cette semaine. Mais néanmoins, on veut tous rester optimistes. On a vu que, alors que beaucoup de personnes pensaient que le business travel était mort après la pandémie, on constate avec le GBTA que en 2024, on va probablement dépasser, je dirais quasiment dans toutes les géographies, les volumes qui étaient faits pré-pandémie. Et Arnaud nous en parlera, mais on constate que les entreprises perçoivent vraiment le déplacement d'affaires comme un moteur pour le développement de leur business. Et bien sûr, je l'avais dit sur mon post LinkedIn, depuis 2 jours, on a un nouveau couple qui va disrupter probablement pas mal de choses, Donald Trump et Elon Musk. On attend tous de voir ce que ça va donner. Sur l'écosystème du business travel en particulier, je pense qu'il y a un élément qui était intéressant, qui a été souligné par la dernière étude du BTN, avec l'impact en fait de la NDC, qui est allé bien au-delà simplement de la problématique aérienne et du fait que avec cette mise en avant du NDC, des technos que ça amène et autres, il y a beaucoup plus de questions maintenant sur la technologie et notamment l'intelligence artificielle dans les appels d'offres qui se tombent sur le marché, tant côté agence, côté solutions techniques et ainsi de suite. Et donc on voit quelque part, il y a vraiment maintenant une appétence pour ces technos, même au niveau des corpos qui veulent pas simplement comprendre le service, mais aller plus loin dans qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, comme vous voyez, pas mal de choses à échanger. Et je vais commencer avec Mathilde de Danone. Mathilde, vous êtes en charge des achats indirects du groupe Danone. Danone, c'est une organisation très matricielle et j'aurais pour vous deux questions. Comprendre un peu comment vous gérez effectivement les différentes priorités, peut-être par géographie au sein du groupe Danone, et avoir aussi de votre côté quelles sont les priorités que vous êtes fixées sur les déplacements d'affaires pour 2025. Alors, c'est bon, ça marche. Bonjour à tous. Du coup, donc, de manière générale, première question, comment on gère les disparités régionales? En réalité, moi, depuis quelques années sur l'indirect, ce que je me rends compte, c'est que les services, de manière générale, que ce soit un danonneur allemand, un danonneur espagnol ou français, surtout sur le travel, ce qu'il veut, c'est voyager, et voyager bien. Donc, au fond, mon objectif à moi, c'est plutôt de gommer les
disparités régionales et de faire en sorte qu'on harmonise au maximum, en tout cas d'un point de vue entreprise. Donc ça, c'est le premier point, et c'est le cas pas que pour le travel, c'est réellement le cas vraiment pour tout l'indirect. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, sur les priorités 2025, qui sont pas que les priorités 2025 en réalité, qui sont les priorités. Premier point essentiel pour une entreprise comme Danone, c'est la sécurité. Et vous venez de rappeler, le contexte géopolitique montre d'autant plus que ce qu'il faut, c'est qu'on sache où sont nos Danoneurs, qu'on puisse venir les récupérer rapidement, les assister, etc. C'est du duty of care, c'est juste obligatoire en fait. Deuxième point, c'est en fait s'assurer que le process travel du début jusqu'à la fin, donc end-to-end, est le meilleur pour nos voyageurs, le plus efficace, le plus agréable. Voilà, du début jusqu'à la fin. Et troisième point, c'est la partie cost efficiency. Effectivement, je reste acheteuse quand même. Du coup, c'est effectivement s'assurer qu'on apporte à nos danoneurs les meilleures solutions sur le marché au prix le plus juste. Et voilà. Et je rajouterai aussi quand même un petit quatrième point, qui est mon option à moi. C'est quand même aussi l'orienter toujours, évidemment, quand même responsabilité écologique, environnementale. C'est un sujet cher à Danone. Donc, c'est comment aussi on fait en sorte que nos voyageurs utilisent des solutions les plus durables possibles. Voilà. Merci Mathilde. Pascal, je me tourne vers toi. Tu as la chance d'être en contact avec énormément d'entreprises en France et dans le monde. On a entendu les priorités de Danone. Dans ton collège, d'experts ou ta rencontre avec d'autres entreprises, est-ce que tu retrouves les mêmes attentes, ou est-ce que tu vois aussi d'autres éléments qui n'auraient pas été cités ? Non, globalement, c'est de façon peu surprenante. Les thèmes évoqués sont assez classiques. Il y a plusieurs choses qui influencent les priorités des acheteurs. Il y a toute la partie réglementaire, on en a parlé, tu en as parlé, RGPD, etc. Il y a le M&A, c'est-à-dire les alliances, les rachats influent sur le mécano que les acheteurs et les travel managers ont besoin de construire. Il y a l'inflation. On est quand même dans il y a un grand lien entre le macroéconomique et le business travel. Il y a un lien statistique d'ailleurs. La variation du business travel, c'est 1,5 fois le... En général, le chiffre, ça bouge plus vite. C'est un bon indicateur. Voilà. Et donc, en fait, les priorités des acheteurs. Alors, il y a des choses qui sont un peu remises au goût du jour, qui sont classiques, mais on revoit chez nous beaucoup de projets d'air et d'hôtel sourcing, de construction, de vissage des programmes, etc. Les clients aussi se posent la question de la bonne taille de leurs équipes et de la gouvernance pour gérer le travel après les années Covid, etc. C'est quel est le bon niveau quel est le bon niveau et la forme de l'organisation des équipes. Et puis il y a ce mécano de faire travailler on en reparlera, je crois, les fournisseurs ensemble. Dans les choses un peu plus disruptives, il y a évidemment le green, mais le green, pas seulement le reporting qu'on doit à cause des régulations européennes, mais aussi comment introduire de la donnée dans les booking tools. Et ça, c'est un problème c'est le commencement du commencement un petit peu. Encore faut-il avoir une méthodologie cohérente entre ce que le voyageur va trouver dans le booking tool et les chiffres qu'on peut faire a posteriori dans le reporting. D'une façon plus générale, c'est la data, la deuxième grande priorité, avec justement l'empreinte écologique, mais aussi le bien-être des voyageurs. Faire des tableaux, des modélisations. Si je fais ça, ça donne quoi? Si je change ma politique voyage comme ça fait combien en plus de coûts? Mais je baisse mon CO2, etc. Les arbitrages. Voilà. Et enfin, un peu plus moyen terme pour finir. Il y a tout ce qui peut faire, une vieille lune, mais tout ce qui peut faire ressembler l'expérience du voyageur d'affaires à quelque chose qui fait plus penser à l'expérience personnalisée en B2C. Mais là, on est vraiment... l'intelligence artificielle va
dynamiser cette quête, mais qui existe depuis longtemps, mais on est encore dans un univers extrêmement fragmenté en termes de données qui reflète la fragmentation de la chaîne de valeur. Donc voilà pour les projets un peu plus, les priorités qui émergent. Merci Pascal. Je rebondis sur Elisabeth, justement, tu parlais de personnalisation. Elisabeth, quand on a échangé, on sait que l'hôtellerie, c'est souvent un secteur qui est très vite impacté par des événements exogènes, météo ou autres. Oui. Comment est-ce que tu as vu effectivement, quelles ont été les tendances justement sur 2024 qui a été très riche en pas mal d'événements exogènes, notamment en France, nouvelles élections ou autres. Tendance, loisirs et entreprises. Et ensuite, j'aurais une deuxième question pour toi sur est-ce que tu vois des changements forts dans la façon dont se comportent les entreprises? Bonjour à tous. Effectivement, on peut dire que 2024 a été très contrasté selon les régions. Pour 3 facteurs principaux. Une météo désastreuse, faut l'admettre, surtout sur la partie ouest de la France. Donc tout de suite, ça s'est impacté. Et puis je dirais qu'effectivement, on a eu les élections qui n'étaient pas prévues, et puis oui, effectivement, globalement, tout de suite, on le ressent. Il y a un attentisme, et donc ça ne réserve plus. Donc il y a eu un petit fléchissement en loisirs. Par contre, le marché affaires, globalement, s'est mieux porté, avec bien sûr quand même un gel des déplacements d'entreprises avant les JO. Le mois de juin, je pense, a été je crois que ça a été le mois de juin le plus bas qu'on ait fait depuis des années. Clairement. Alors, on s'attendait à un vrai report au mois de septembre. On l'a eu, peut-être moins fort qu'espéré. Donc ça reste quand même en dents de scie. C'est un marché un peu en dents de scie. Et puis ce qu'on peut dire quand même, c'est que ça, c'est pour le loisir comme pour le corpo. Clairement, on est sur de la dernière minute et ça s'accélère. C'est même la tendance évidente depuis des années, mais là, ça s'est accéléré cette année encore. Et du coup, c'est très difficile pour nous d'avoir des perspectives à court ou moyen terme, et encore plus pour les hôteliers, c'est assez anxiogène. Voilà. Par contre, on a des bonnes perspectives quand même, je tenais à le dire, en loisirs, parce que évidemment, quand même, il faut se dire que l'image exceptionnelle de la France lors des JO, logiquement, devrait nous permettre d'avoir beaucoup d'internationaux l'an prochain, et pas seulement qu'à Paris. Je pense qu'ils vont venir inonder la France, je le souhaite. Voilà. Tu avais mentionné aussi la notion d'intermédiation sur le marché. Alors, effectivement, c'est une évidence, mais le marché corpo, il est excessivement intermédiaire. Et pour nos hôteliers, c'est très, très complexe à comprendre toute la chaîne de distribution. Donc, c'est vrai que nous, notre rôle en tant que coopérative, ça va vraiment être de les accompagner de A à Z, de leur faire comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui, pour avoir en fait un début de compréhension et une fluidité au niveau de l'accueil client, pour qu'il n'ait pas à se poser la question, alors comment il va payer, comment ça va se passer, quel est l'intermédiaire, et ma commission, et voilà, toutes ces questions que le client n'a pas à savoir. Voilà, donc nous, on est là pour le professionnaliser, en fait, en quelque sorte. Et puis, il y a une autre tendance, bien sûr, c'est même plus une tendance, c'est quelque part, ça devient la règle, c'est le best buy, la politique du best buy. Et donc, du coup, l'intérêt pour nous, c'est vraiment de mettre en place des tarifs négociés avec les sociétés, linéaires à l'année, en chambre et petit déjeuner, qui répondent à la politique voyage de l'entreprise. Et ça, c'est gagnant-gagnant. Et c'est vraiment comme ça que je vois le futur. Et voilà, et donc notre priorité, ça va être d'accompagner encore davantage nos hôteliers dans la façon de répondre aux appels d'offres.
parce que c'est parfois pas très fluide pour eux, et donc ils ont besoin de nous au quotidien pour les aider et les orienter, les guider. Voilà. Merci. Et sachez aux hôteliers, hein, les équipes HRS sont à votre disposition pour vous coacher, vous montrer comment ça fonctionne effectivement un appel d'offres côté HRS, et on essaye effectivement de faciliter la vie aux hôteliers pour pouvoir répondre le plus facilement possible et avoir une vision complète sur l'offre. Elisabeth, tu as mentionné les paiements. Je me tourne vers Arnaud. Les paiements, on le sait, c'est un facteur clé pour améliorer la gestion des déplacements professionnels. Ça permet de fluidifier tout ça. Arnaud, vous venez de publier une étude sur le lien entre le déplacement professionnel et la performance des entreprises. Quels sont les principaux points à retenir ? Alors, je ne vais pas parler tout de suite du paiement, ça viendra sur les questions suivantes. Mais effectivement, je pense que comme chacun dans la salle ici, on s'est posé la question à un moment ou un autre, plus ou moins récemment, de savoir si les nouveaux systèmes de fonctionnement du travail, notamment autour du virtuel, allaient faire disparaître plus ou moins le voyage d'affaires. Donc on est tous certainement plus ou moins concernés par cette question-là dans la salle, que vous soyez des entreprises ou des fournisseurs de ces entreprises-là. Donc American Express, nous, notre rôle dans cet écosystème, c'est d'accompagner les entreprises dans le financement de ces voyages-là, de leur apporter du délai de paiement, de la trésorerie. Donc évidemment, pour notre stratégie à court, moyen terme, c'était important de prendre du recul et de comprendre ça. Donc on a fait appel à un institut qui s'appelle Via Voice, et on a appelé plusieurs centaines de dirigeants, toute taille d'entreprise, représentatifs du tissu économique français, pour finalement comprendre que pensaient ces dirigeants du voyage d'affaires de manière générale. Et donc on a vu 3 enseignements principaux. Alors le premier, c'est que le voyage d'affaires, le déplacement professionnel, fait intégralement partie de la vie des entreprises. Un seul chiffre qui est très parlant, c'est que 93% des dirigeants qu'on a interrogés nous ont expliqué qu'ils réalisaient des voyages d'affaires dans leur entreprise. Dans les grandes entreprises, donc qu'on va qualifier au-delà de 500 employés dans une entreprise, 79% des collaborateurs de ces entreprises-là réalisent au moins un voyage d'affaires dans l'année. Donc, si ça peut vous rassurer, mais je pense que les chiffres que vous avez vus sur 2024 devraient vous aider, ça montre que c'est quelque chose qui est vital pour les entreprises. D'ailleurs, le deuxième enseignement qu'on en a retiré de cette étude-là, c'est que pour les entreprises, sans voyage d'affaires, il n'y a pas de développement il n'y a pas de développement de business, en fait. Vous avez 56% des dirigeants qui nous expliquent que sans déplacement professionnel, vous n'avez pas de développement des affaires. Donc, c'est un élément extrêmement fort. Et pour refaire un point à nouveau sur les grandes entreprises qui sont majoritairement représentées ici aujourd'hui, vous avez même 79% de ces entreprises-là, de taille plus importante, qui considèrent que sans ces voyages d'affaires-là, ils ne pourront pas se développer. Les entreprises même qui ont une dimension plus internationale, c'est au-delà de 80%, ce qui est assez logique. Le dernier enseignement, c'est que ces voyages d'affaires, ils ont également évolué au cours des dernières années. Sans surprise, et tu l'as cité Mathilde, la partie RSE, impact environnemental, pèse maintenant aujourd'hui dans les décisions pour les choix des voyages. Pour 45% des dirigeants, c'est maintenant un élément clé dans le choix du déplacement. Le deuxième impact, ça ne devrait pas vous surprendre non plus, Pascal en parlait, c'est la dimension budgétaire. Évidemment, on veut toujours avoir les meilleurs coûts ou les meilleurs prix pour les déplacements. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore plus regardé qu'auparavant. Et le troisième élément, c'est que, et tu le disais aussi Elisabeth, c'est quelque chose, le voyage d'affaires, où il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a beaucoup d'acteurs, et en fait, l'automatisation des process est également le troisième élément que regardent beaucoup les dirigeants. Donc ce triptyque environnement, réduction ou on va dire retour sur investissement, et enfin l'ensemble de la chaîne de valeur, de la réservation jusqu'au paiement en passant par la note de frais, et Romain nous en parlera, c'est quelque chose qui est clé aujourd'hui pour les dirigeants. Voilà. Merci Arnaud. Justement, on arrive à point nommé, hein, le end-to-end, l'automatisation. Romain, je me tourne vers toi. Concur, c'est la plateforme leader sur le TNI. Vous êtes à l'écoute de vos clients. Vous essayez d'innover pour justement répondre aux besoins naissants. De ton côté, quelles sont les tendances principales que tu vois? Et on sait que vous arrivez avec une nouveauté techno qui est en train de se déployer. Voilà, avoir peut-être quelques informations sur ce point-là également. Bien sûr. Bonjour à tous. Donc effectivement, sur les priorités, finalement, il y a des choses qui changent, d'autres qui changent moins. Nous, on est toujours sur 2 piliers. C'est l'expérience utilisateur d'un côté, donc répondre aux besoins des voyageurs, des travel managers.
Et de l'autre côté, on a les besoins de l'entreprise, notamment des départements achats, des départements finances qui veulent contrôler la dépense et effectivement assurer la conformité. Donc pour faire la synthèse, nous en tant qu'éditeur, on doit réussir à faire la synthèse finalement entre ces deux mondes. On va travailler notamment sur l'expérience utilisateur. On a vu l'émergence là récemment d'app, Digital Adoption Platform. Vous avez entendu peut-être parler de ces solutions. C'est des assistants, WalkMe par exemple, pour vous citer un nom, que vous allez plugger sur la plateforme qui va permettre d'accompagner le voyageur tout au long de son parcours de réservation. Et ce qui est intéressant avec ces solutions, c'est qu'elles apportent de la data, un peu comme un site de e-commerce, où vous allez être capable de voir précisément à quelle étape de la réservation il y a un blocage et où on va perdre le voyageur. Donc ça vous permet de revoir ensuite tout le process, le workflow, pour s'assurer que le voyageur il reste au bout et qu'il n'y ait pas de leakage finalement, parce que ça reste l'objectif commun de tout le monde. Ensuite, on a aussi l'App Center. L'App Center, donc c'est un écosystème de partenaires qu'on a chez Concur, donc avec plus de 200 partenaires, parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas tout faire en tant qu'éditeur. Donc on va s'appuyer sur des spécialistes. Mathilde parlait de la sécurité, donc on a des partenaires sécurité, International SOS, que tout le monde connaît. On a des partenaires développement durable, comme Trust Carbon, comme Squawk, ou encore des partenaires qui vont vraiment simplifier aussi l'expérience du voyageur. Par exemple, c'est IBT Visa qui va permettre d'automatiser aussi la demande de visa. Ou c'est un sujet que je connaissais moins quand je suis arrivé chez Concur, c'est tout ce qui est la gestion des taxes. Parce que même sur des séjours courte durée, ça on le sait moins, on doit faire des déclarations de taxes. Donc là-dessus, on travaille avec EY, avec Deloitte. De la même manière que sur CIBT Visa, elles vont permettre d'automatiser le processus pour être sûr d'être en conformité avec les règles fiscales du pays dans lequel on voyage. Et un dernier point, donc on n'est pas les premiers à le faire, mais l'intégration avec les outils du quotidien. Donc là, récemment, on a lancé une intégration avec Microsoft Teams, donc qui va permettre de collaborer, de transférer ses voyages à ses collaborateurs, et aussi aux managers de valider la note de frais directement dans Teams, et pas de devoir aller dans Concur pour le faire. Donc voilà, ces innovations permettent vraiment, je trouve, de répondre à la fois aux besoins du voyageur, de simplifier sa vie au quotidien, mais aussi de répondre aux enjeux de l'entreprise. Et plus spécifiquement, du coup, sur New Concur Travel, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'attendait. Moi, tu le sais, je viens de chez HRS, donc on en parlait déjà quand je suis arrivé en 2019 chez Concur de cette nouvelle plateforme. Là, elle est live, ça fait 1 an. On a commencé aux États-Unis. Depuis juin, c'est arrivé en Europe. HRS a été la première plateforme connectée donc sur la partie hôtel depuis août. Et l'objectif, c'est vraiment aussi de lutter contre ce leakage. Donc, on va améliorer l'expérience utilisateur. Et surtout, on va apporter la puissance du partenaire à l'intérieur de Concur. Par exemple, le multi-sourcing, donc avoir le contenu le plus adapté pour le collaborateur, pour pas qu'il ait d'excuses à sortir de la plateforme. La personnalisation du contenu aussi. Aujourd'hui, je sais pas, il y a peut-être 1 million d'hôtels dans le monde. Donc, le collaborateur va sûrement aller uniquement sur la première page. Donc, c'est clé aussi que la première page affiche finalement les hôtels de son choix par rapport à son historique, etc. Et bien sûr, la partie développement durable qui va permettre aussi de filtrer l'affichage par rapport à ses priorités d'émissions carbone. Merci Romain. C'est tout à fait à propos de passer chez le client, je dirais, chez Mathilde. Romain a parlé effectivement de ces outils qui changent un peu la vie et qui facilitent la vie des voyageurs. Derrière tout ça, bien sûr, il y a de l'IA qui tourne. Chez Danone, comment est-ce que vous percevez ça dans les achats, dans les déplacements d'affaires? Comment est-ce que vous voyez l'influence de l'IA, opportunités, risques? Donc, je vais répondre à la question déjà orientée travel. Donc, sur l'IA, globalement, si je reprends mes fameux 3 piliers, qui sont donc le premier, c'est lequel? La safety, on a dit. En fait, donc là, moi, j'attends que l'IA, effectivement, soit une aide à la planification. Je reprends ton point, Elisabeth, sur le last minute. C'est un enfer pour nous, évidemment aussi. Parce que moi, je veux les meilleurs prix. Les meilleurs prix, il faut planifier en avance. Donc voilà. Donc, comment l'IA vient m'aider aussi à ça. Et puis, une anticipation de voyage, c'est mieux sécuriser aussi nos Danoneurs, etc. Donc, ça répond. Enfin, il faut que ça réponde à ça. Sur mon deuxième pilier, qui est la partie end-to-end d'expérience, là, je rejoins aussi ce que tu disais, Pascal, sur
comment du coup l'IA vient m'aider à personnaliser un petit peu plus éventuellement son expérience utilisateur et son voyage, et puis notamment avec ces sujets effectivement de green stay qu'on voit arriver sur HRS, sur les hôtels. Donc voilà. Et puis le cost efficiency, là oui, moi aussi, j'attends que l'IA vienne m'aider à faire en sorte que mes politiques achats, mes politiques de prix se retrouvent dans les outils. Et c'est d'ailleurs ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec l'implémentation d'HRS, donc on est ravis de ça. Et effectivement, il faut qu'elle m'aide à harmoniser, à soutenir mon intérêt d'harmonisation et de contrôle. Oui, effectivement, on revient sur le contrôle. Moi, il faut que j'ai plus la possibilité de voir comment ça se passe, les voyages chez Danone, pour anticiper des stratégies aussi par rapport à ça. Voilà. Merci. Arnaud ? J'ai quand même un dernier point. Oui. Si, parce que de manière générale, on a, juste pour donner un petit peu sur l'IA chez Danone, de manière générale, il y a un gros programme sur la partie indirecte qu'on a lancé sur la formation. On a fait un partenariat en juillet 2024 avec Microsoft. On a annoncé ça dans la presse pour tout ce qui est upskilling et reskilling de nos salariés. Voilà, donc c'est un partenariat pluriannuel. Donc on essaie vraiment dans tous les sujets indirects de trouver l'IA. Et donc là, en l'occurrence, sur la formation, on a ce partenariat avec Microsoft. Et puis j'imagine sur la partie logistique, vous devez probablement avoir des algorithmes qui tournent et qui optimisent tout ça. Arnaud, je me tourne vers toi parce que je me rappelle souvent ce que me dit Tobias, pour faire de la bonne IA, il faut de la bonne data. C'est clé. Si on n'a pas des données bien organisées qui permettent de pouvoir derrière faire tourner des algorithmes, ça ne marche pas. Chez Amex, vous avez un modèle unique dans l'univers du paiement. En quoi cela constitue-t-il une force pour l'écosystème du voyage d'affaires ? Alors, je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail du modèle, je vais donner juste les grandes lignes. Mais ce qui est important en introduction, c'est que ce modèle, c'est ce qui nous permet effectivement aussi pour nous de développer des solutions basées sur l'IA, puisque c'est une des thématiques du jour. Donc en fait, Amex, on est un modèle, en fait, ce qu'on appelle un circuit fermé. Ça veut dire que American Express, c'est nous qui émettons nos cartes. On a 140 millions de cartes qui sont en circulation dans le monde, mais c'est également nous qui affilions nos propres commerçants. Et on a 90 millions de commerçants dans le monde qui acceptent American Express. On a triplé ce chiffre-là depuis 2017 et on va continuer bien sûr dans cette direction-là. Si on compare par rapport à un modèle standard, vous avez une banque A qui va émettre une carte et en fait vous avez une banque B qui va l'accepter chez le commerçant. C'est ce qu'on appelle un circuit ouvert. L'information, bien sûr, elle va circuler différemment et ne sera pas aussi bien contrôlée que dans un circuit fermé. Voilà, donc ça c'est juste l'introduction pour vous expliquer sur quoi on base notre modèle. Ça va permettre quoi dans le voyage d'affaires particulièrement ? Déjà, on peut apporter un certain nombre de reporting. Donc, on a déjà évoqué à plusieurs reprises la partie empreinte carbone. Nous, comme on capture l'ensemble des transactions, bien sûr, on a le montant, mais on n'a pas que ça. On a également la destination, on a également la classe d'affaires, on a également les compagnies aériennes. Tous ces éléments-là qui vont nous permettre en fait d'apporter aux clients, aux gestionnaires de travel également, tout ce qu'ils pourraient avoir comme information sur leur empreinte carbone. Donc ça, c'est intéressant pour eux de pouvoir faire ça. Deuxième type de reporting, c'est également se benchmarker par rapport à leurs pairs. Donc ça nous permet, nous, de manière anonyme, de dire à tel ou tel client, voilà, vous avez d'autres entreprises qui voyagent également. Sur un Paris-New York, ils font tel tarif et donc ça leur permet de mesurer leur performance achat sur telle ou telle route. Un dernier élément, c'est également leur politique voyage. Mettons qu'une entreprise choisisse une location de voiture A, enfin un loueur A, on va pouvoir repérer finalement s'il y a un loueur de voiture autre qui a été utilisé par les employés et donc on va pouvoir remonter ça à l'entreprise en disant voilà, peut-être qu'il faut faire une communication en interne ou ce genre de choses. Donc c'est les premiers éléments. Ensuite, très important évidemment dans l'univers du financement et dans tout ce qui est carte de paiement, c'est la lutte contre la fraude. Donc pour nous, vous en avez parlé tout à l'heure, Mounir parlait de machine learning, un terme un peu barbare. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on a des algorithmes qui nous permettent en fait d'apprendre au fur et à mesure sur les comportements d'achat de nos titulaires de cartes.
Et ce qui veut dire qu'un titulaire de carte qui a l'habitude de dépenser pour du voyage, par exemple, si on voit enfin c'est pas nous justement, c'est si le machine learning voit qu'il y a une dépense dans une bijouterie, chez un vendeur de voitures, il va y avoir une petite alerte qui va arriver chez nous. Et très important, le relais de l'humain, parce que ce qui se passe derrière, donc, c'est que vous avez chez nous évidemment des personnes dont c'est le rôle, qui vont contacter le commerçant, faire une vérification d'identité en direct. Donc on utilise finalement nos données, l'IA, quelque part le machine learning, pour pouvoir ensuite faire la dernière brique sur la partie humaine qui est très importante pour nous et s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude. Un autre élément, et le dernier exemple que je peux citer, c'est là sur vraiment la partie IA, tout ce qui est créativité autour de ça. Évidemment, nos conseillers clientèle, on a plus de 200 conseillers clientèle qui sont ici en France à Rueil. Ils reçoivent tout plein d'informations. Ils sont là pour répondre aux titulaires de cartes. Et la différence entre aujourd'hui et ce qui se passait précédemment, c'est que ils avaient accès à tout plein d'informations. C'était compliqué pour eux de pouvoir faire la synthèse et de répondre rapidement aux demandes du titulaire de carte. Aujourd'hui, avec ce qu'on est capable de développer, vous avez en fait toutes les informations qui arrivent sur un même écran, tout l'historique des appels, et vous avez même des pop-up qui expliquent, voilà, en fonction de l'historique de cette personne, voilà ce que tu pourrais proposer, toi, conseiller clientèle, à notre titulaire de carte, en fonction de ses besoins. Et évidemment, après, le conseiller en clientèle, avec son expérience, de pouvoir proposer les bonnes idées qui vont être utiles pour le titulaire de carte. Ouais, Voilà. on voit que ça a Deux exemples. beaucoup avancé. Pascal, je me tourne vers toi. Toujours, je reprends un peu ta casquette de vision plus globale, plus générale sur le monde du business travel. Pour toi, quels sont les impacts perceptibles de l'IA, je ne sais pas, sur le machine learning, sur la donnée prédictive, personnalisation d'expérience, tu en parlais au début, ou l'optimisation de coûts? Alors, l'IA, il y a deux grands, je dirais, comment on dit, piliers. Premièrement, il y a la partie, il y a la puissance exponentielle, la croissance exponentielle des capacités de traitement de la donnée, donc tout ce qui est IA Analytics. Donc, quand on pense à ça, il faut penser anticipation des risques, faire les prix pour les airlines, tout ça. Ça, c'est la croissance extrêmement rapide de la capacité à traiter de la donnée. Et puis, il y a le deuxième grand pilier, qui est la maîtrise du langage. Voilà. Donc, voilà comment il faut, comment on peut penser à l'IA. On est au commencement du commencement, et ce qu'on peut dire, c'est que le business travel, c'est le terrain de jeu, un terrain de jeu merveilleux. Parce que il y a une attente non remplie depuis longtemps de personnalisation des services et de mettre tous ces flux de données de la carte, de l'agence, de l'OBT, de la sécurité, voilà, de façon traité de façon cohérente et riche. Et puis il y a tout cette attente de comparaison entre le B2C et le B2B. Donc c'est parfait, c'est merveilleux. Le truc, c'est on est au commencement du commencement. Néanmoins, si on classe les expériences, la façon dont l'IA rentre dans le business travel, on peut classer ça du plus pratique et qui déjà marche un peu à ce qui est à l'horizon. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, ce qui est pratique, ce qui déjà marche un peu, c'est tout déjà le traitement des notes de frais. La machine est capable et ça existe déjà, est capable de repérer la date, même quand le truc est à moitié effacé, etc. On est déjà là-dedans dans le langage. On a tout ce qui est chatbot. On est déjà, vous me direz c'est dès le début, mais on est déjà dans le langage. Le troisième élément extrêmement intéressant, c'est la question des messages, du traitement des courriels et de la productivité pour les plateformes, les agences, tous les intermédiaires. Une agence mondiale, ça reçoit entre 10 et 15 millions d'emails par an. 15 millions d'emails. Donc, la question est, je traite mes emails, j'envoie ça, je pré-rédige une réponse, j'identifie la nature de la demande et j'envoie ça à la bonne équipe, gain de productivité, gain pour le client, etc.
Aujourd'hui, on est sur des taux d'erreur de 2% à peu près. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 2%, c'est beaucoup trop. Ça peut être quelqu'un qui demande son itinéraire, qui veut modifier, qui en demande une précision sur son voyage, qui veut annuler son voyage. Si vous annulez, dans 2% des cas, vous annulez un voyage, ça va pas du tout, en fait. Donc, les tests sont en train d'être faits, il y a des prototypes et des pilotes, donc c'est très, très rigolo. Et après, il y a, pour un peu plus prospectif, il y a tout ce qui est personnalisation du service. Aujourd'hui, ce sont les GDS qui rendent ce service, notamment, qui ont normé un peu l'information travel, qui est capable d'envoyer dans les back-office, dans les différents canaux de distribution, l'information. Enfin voilà. Et donc, mine de rien, c'est une technologie qui est assez amortie, mais qui rend beaucoup de services. Donc, pas si facile à remplacer que ça. Mais bien sûr, l'IA va avoir un rôle clé, notamment à cause du NDC, puisque le NDC, c'est personnaliser, faire des petits packages qui vont très très bien pour Mathilde, parce qu'elle a l'habitude justement de prendre tel service, commander le taxi, machin, arriver toujours le même terminal à l'aéroport, etc. Donc il y a toute la personnalisation dans le NDC. Et puis aussi, il y a le yield, passer au pricing continu. Donc là, c'est aussi un terrain de jeu pour l'IA, puisqu'il va s'agir non pas d'avoir 36 ou 24 boîtes avec des codes, vous m'avez compris, des classes de réservation, mais des centaines. Et donc, dans la montée en puissance du NDC, l'IA va être le moteur. Mais on n'y est pas. Voilà. Mais on en prend le chemin. Et je pense d'ailleurs, l'une des raisons, enfin, annoncer un peu de la nouvelle version de Concur, c'était aussi pour pouvoir mieux justement intégrer la partie NDC. Donc Romain, justement un peu de votre côté Concur, on a parlé de données, on a parlé effectivement de patterns d'utilisation ou autres. Comment ça fonctionne chez Concur, hein? Ouais, donc Concur, en tant que filiale du groupe SAP, donc on bénéficie effectivement de la puissance de SAP sur ce sujet. Il y a un gros plan de transformation en ce moment chez SAP pour justement intégrer l'IA dans toutes les solutions. Et on a même développé notre solution qui s'appelle Joule, et grâce à ça, Concur, on va en bénéficier. Et aujourd'hui, quand on parle d'IA, effectivement, ce n'est pas un sujet nouveau, hein. Il y a déjà des applications concrètes. L'OCR, par exemple, quand on prend son justificatif en photo, qui reconnaît les caractères, ça, c'est quelque chose qui existe depuis des années. On utilise aussi beaucoup l'IA sur la détection de la fraude. C'est un vrai enjeu parce que ça représente 3 à 5% de la dépense travel and expense d'une société. Et grâce à l'IA, ça permet vraiment aussi d'aller chercher toute cette dépense indue, finalement, qu'on rembourse aux collaborateurs et qui n'est pas justifiée. Maintenant, si on parle plus précisément du travel et de la plateforme travel, je vais donner 2 exemples concrets. Il y a l'engagement de la dépense. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très chronophage parce que le collaborateur, quand il doit estimer lui-même les coûts avant de soumettre l'approbation au manager. Donc, il doit aller estimer sur le prix de l'avion, le prix de l'hôtel. Là, aujourd'hui, ce sur quoi on est en train de travailler, c'est utiliser l'IA pour qu'automatiquement, on a l'engagement de dépenses estimé, que ça aille chez le manager et qu'ensuite, il y ait l'approbation. Donc voilà, ça, c'est clairement une simplification. Et le deuxième sujet sur l'hôtellerie, ça va être la ventilation des factures hôtels. Quand vous allez aux États-Unis, notamment, on sait que la facture hôtel, vous avez plein de lignes. La taxe avec du des, shérif, voilà, la c'est taxe. ça. Des taux, des taxes différents. Là, l'idée, c'est que l'IA en fait, puisse faire la ventilation de manière automatique et que le voyageur n'ait pas à le faire lui-même quand il va faire sa note de frais. Voilà un peu les cas d'application. Et on a aussi toute la partie chatbot. Pascal en a parlé, mais ça aussi, c'est l'objectif, c'est que lors du parcours du voyageur, plutôt que d'aller chercher dans la politique de dépenses de l'entreprise, dans le gros PDF qui existe sur l'intranet, là, automatiquement, on va lui dire, par exemple, à Londres, le plafond de remboursement d'un repas, c'est 20 € ou 30 €. Donc ça, c'est des infos aussi qui vont permettre d'améliorer l'expérience utilisateur. Non, impressionnant. Moi, très sincèrement, on en avait discuté, mais la partie prédictive du budget, dans une ancienne vie, j'ai été aussi patron d'un OBT et je sais que ça faisait partie vraiment des éléments qui intéressaient tout le monde. Donc, chapeau si vous mettez ça en place. Vas-y.
En fait, il y a déjà des applications qui sont testées à l'IA pour prendre des exemples concrets. Par exemple, aujourd'hui, on envoie tout ce qui est management des groupes, par exemple. Des groupes, des petits groupes, des équipes qui se réunissent. Aujourd'hui, alors après, le jeu, c'est de recevoir de l'information puis de lancer ça sur une API et pour faire des propositions de voyage. Mais aujourd'hui, les moteurs sont capables, on envoie une feuille Excel avec 12 noms, les dates, juste sur Excel, le nom, la date, d'où la personne part, où est-ce que tout le monde se retrouve. Ça rentre ça déchiffre et ça fait des propositions pour chacun. C'est quand même assez merveilleux. Oui, non. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Vas-y. Et aussi, dans les chatbots, j'aurais peut-être dû le préciser, pardon, mais tout ce qui concerne les questions sur la politique voyage, l'IA, dans quelle que soit la langue, on peut poser la question en hollandais, l'IA répond en anglais ou en français. Et il y a aussi toute cette question sur la communication et le partage de l'information. C'est déjà une réalité. Yes. Non, mais c'est un sujet passionnant. Moi, je suis aussi un gros utilisateur là, de ces différentes technos. Et c'est vrai que ça aide énormément. Elisabeth, j'ai bien aimé notre échange parce qu'au début, quand je dis ouais, alors l'IA dans l'hôtel, tu étais là un peu dit dans l'IA dans l'hôtel, l'hôtel, c'est d'abord l'accueil des clients et ainsi de suite. Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte qu'il y a une révolution IA potentielle dans l'hôtel parce qu'effectivement, l'hôtelier, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir amener une expérience particulière à ses clients. Et donc, s'il peut se décharger de certains éléments qui ne sont pas automatiquement fantastiques, il y a vraiment quelque chose à gagner. Donc voilà, je voulais avoir un peu ton avis. Comment est-ce que l'IA va transformer la vie des hôteliers et la relation avec leurs clients ? Oui, parce que en fait, faut pas oublier une chose, c'est que la force de l'hôtelier aujourd'hui, c'est l'accueil, c'est l'humain. Hein. Donc, en étant très terre à terre, voilà, ça c'est la base. Mais aujourd'hui, il est pollué par plein de choses qui font que il n'accueille pas peut-être comme il devrait. Et nous, l'idée de l'IA, c'est on est vraiment dans l'optique d'améliorer son quotidien. Et donc, je sais qu'il y a des solutions de pré-checking, etc. Si en fait, on lui retire la partie administrative, financière, pas très fun, et qu'il est vraiment face au client pour focuser sur les services de son hôtel, comment il va pouvoir profiter de son séjour. Ça va vraiment être un accueil différent. Et on est déjà dans l'expérientiel et on sait à quel point l'expérientiel est recherché par les clients. Et nous, en plus, on est vraiment dans des hôtels à taille humaine où l'humain est vraiment omniprésent. Et si le client choisit un hôtel indépendant, c'est parce qu'il a envie d'avoir un accueil de ce type. Donc voilà, donc il y a ça. Alors on n'y est pas encore, mais je pense que c'est dans un avenir proche. Et puis, il y a plein de petites choses dans le gain de temps des hôteliers. C'est par rapport, par exemple, à la gestion des avis clients. Ça, on est en plein dedans, là, actuellement. Donc, ça devrait être très rapidement fait. Et puis, bien sûr, je pense à l'IA prédictive, donc, qui permet, en fait, à nos équipes de revenu management de s'adapter à chaque hôtelier en faisant en fait des projections et dans la stratégie tarifaire adaptée en fait. Et ça change la vie parce que c'est vrai ça aide considérablement un hôtelier à rester compétitif et puis à observer les tendances et à ajuster le tir si besoin. Oui, sur ça, je pense pour moi, il y a vraiment eu un changement drastique en fait sur le pilotage des prix dans l'hôtellerie. Le fait, je pense que le modèle maintenant est beaucoup plus ouvert et tous ces outils sont capables de savoir ce qui se passe dans la zone de chalandise. On se rend compte qu'il y a un pilotage maintenant des prix qui est beaucoup plus fin que ce qui pouvait être avant. C'est un challenge pour tout le monde, hein, parce qu'il faut aussi que de l'autre côté, on s'adapte et ainsi de suite, mais ça rend le sujet vraiment intéressant. Arnaud, je reviens vers toi sur le sujet des paiements. Pour parler, je dirais, d'une solution qui est utilisée par Amex, qui est la carte virtuelle, et qui prend
je dirais, de plus en plus d'ampleur. Je dis toujours à tout le monde, mais quand vous payez avec votre carte, votre iPhone, vous payez avec une carte virtuelle. Hein. Ce n'est pas votre carte à vous qui paye, c'est une carte virtuelle. C'est pour ça d'ailleurs que les gens n'ont pas le code que vous avez. Je voulais avoir de ton côté, quels sont les avantages de cette solution et comment œuvrez-vous en tant que fournisseur de solutions de paiement pour éduquer le marché à cette solution ? Oui, alors c'est une vaste question. Déjà peut-être pour ceux qui ne sont pas complètement familiers avec cet outil, carte virtuelle, comme son nom l'indique, c'est en opposition à une carte physique. Donc carte physique, vous l'avez dans votre portefeuille. La carte virtuelle, ça n'est pas le cas. Ce qui est intéressant pour une entreprise ou même pour un acteur comme HRS, c'est qu'il y a un certain nombre de bénéfices qui sont associés à ce type de produit. Le premier, c'est que c'est une carte éphémère. Donc, elle existe, puis elle n'existe plus quand elle a été utilisée. C'est une carte qui est à usage unique, chez un commerçant qui a été spécifié à l'avance, pour un montant qui a été spécifié à l'avance. Donc, c'est une carte qui, en termes de fraude, d'un point de vue, on va dire, intrinsèque, c'est l'idéal. En termes d'utilisation et de respect de la politique voyage pour une entreprise, c'est l'idéal. Pour l'hôtelier, c'est l'idéal parce qu'il sait que c'est captif chez lui et ça n'ira pas ailleurs. Donc c'est une solution de paiement qui a vraiment un grand nombre d'avantages. Les enjeux qui sont derrière, en fait, c'est que pour faire un point spécifique sur l'hôtellerie, évidemment, cette carte virtuelle, on peut l'utiliser pour tout plein de commodités. Mais en ce qui concerne l'hôtellerie, c'est un univers qui est changeant. C'est-à-dire que vous avez des hôteliers qui changent de propriétaire, vous avez à l'accueil des personnels qui changent régulièrement, et donc on a un enjeu en fait de formation parce que c'est un outil qui est encore assez récent, même si ça existe depuis déjà une bonne dizaine d'années sur le marché. Mais j'aime bien faire le parallèle avec le sans contact. Le sans contact, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est une transaction sur 2 qui est sur du sans contact. Le paiement par téléphone. Avant 2020, on pensait que ça serait un four et que ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, c'est 100 milliards qui passent sur les paiements par téléphone et on s'attend à 400 milliards en 2029. Donc, c'est massif. Et puis surtout, en fait, c'est un outil qui est simple pour l'hôtelier et pour le voyageur. Tu disais tout à l'heure la charge administrative. Et ben là, en fait, vous arrivez au check-out. En tant que voyageur, vous n'avez rien à faire. Vous sortez pas la carte, c'est pas la peine. L'hôtelier a déjà toutes les informations. La facture, ça transite. C'est l'idéal. Donc ça, c'est vraiment le bénéfice, l'un des bénéfices principaux. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pour éduquer le marché ? Déjà, on le fait pas tout seul. Hein. Il y a nos confrères qui ont également leur rôle à jouer, nous-mêmes, mais également des entreprises comme HRS. Comme je le disais, on a notre propre réseau de commerçants. Donc pour nous, ça simplifie les choses. On fait des communications massives d'un point de vue emailing. On fait des campagnes téléphoniques. On peut se déplacer physiquement auprès des hôtels principaux. Donc on a ce rôle d'éducation pour faire en sorte que le marché accepte de plus en plus cette carte-là. Et comme tu le sais, on travaille très bien avec vous sur ce sujet-là et avec nos clients en commun. Tout à fait. Voilà. J'arrive sur mes 2 dernières questions et je me tourne vers Mathilde. Ce qu'on voit, c'est qu'on collecte des masses de données énormes. Je ne sais pas combien de trillions de gigabits ça peut faire. Et néanmoins, on sait que c'est toujours un challenge souvent de s'y retrouver. Et je voulais avoir un peu ton point de vue, Mathilde, de côté Danone. Comment est-ce que vous gérez ça ? Quelles sont encore les limites que vous rencontrez ? Oui, donc la donnée, effectivement, il y a 2 enjeux pour nous. Juste pour vous donner un peu un ordre d'idée, il y a encore quelques temps, chez Danone en Europe, on avait 70 TMC différents. Récemment, on a réussi à en avoir plus que 14, mais ça reste quand même beaucoup. Et donc, je vous laisse un peu juste imaginer ce que ça veut dire derrière pour récupérer et avoir accès déjà juste à la donnée. Donc, notre premier sujet, c'est l'accès à la donnée, parce qu'on se rend compte aussi qu'on est quand même tributaire des solutions et des fournisseurs avec qui on travaille. La donnée, elle n'est pas juste directe à nous, ça passe forcément par une récupération, une demande, une discussion autour de ça, contractuelle souvent. Et déjà, donc, premier point, l'accès. Et la deuxième chose, effectivement, c'est l'exploitation de cette donnée, qui là aussi, je dois encore le dire, est quand même un enfer, parce que c'est pas forcément comme on veut, dans les cases qu'on veut, et elle nous permet pas toujours d'être rapide dans l'analyse. Donc, l'harmonisation et le keep it simple sur le sujet, on n'y est pas encore, quoi. Donc c'est un enjeu.
Non, c'est clair. Pour avoir quelquefois eu à faire beaucoup d'analyses de data, quand on n'a pas de l'harmonisation, c'est très compliqué en fait d'arriver à avoir l'insight qui est derrière. Je voudrais conclure ce panel avec toi, Pascal, avoir un peu ta vision de nouveau à 360 degrés. Je dirais l'exemple de Mathilde est très bon. On sait qu'il faut il faut un écosystème, il faut que cet écosystème il fonctionne, il faut de la coordination entre les différents acteurs pour que justement au final le client puisse s'y retrouver sur la donnée, sur le niveau de service. Comment est-ce que tu vois ça de ton côté? Comment tu conseilles les entreprises? Alors, en fait, c'est pas seulement ce que tu dis, effectivement, c'est pas seulement le fournisseur ABC, c'est la combinaison des fournisseurs qui soit à la fois cohérente avec la stratégie achat, l'environnement du marché, réaliste, on va dire, mais informé, et puis qui soit aussi aligné sur l'expérience utilisateur. Donc il y a deux angles, à mon avis, en termes de point de départ. Le premier angle, c'est la stratégie achat. Quel est le niveau d'outsourcing qu'on veut dans une société XYZ? Quel est le niveau de centralisation de l'organisation, de la gouvernance des achats et du travel management, hein, bien sûr, ça va ensemble. Quel est le niveau de consolidation des fournisseurs qu'on attend? Parce que si on est très riche, c'est pas une priorité. On peut avoir des tas d'agences. Bon, c'est pas forcément. Si on passe sur d'autres sociétés qui ont une culture tout à fait différente, ça va être très important d'avoir au maximum un seul fournisseur par sujet, etc. Et puis, quel est le poids relatif dans les finalités du programme entre le contrôle des coûts, la sécurité, l'expérience voyageur et le green, qui sont les 4 finalités. Donc, comment on le pondère? Une fois qu'on a répondu on a placé ces curseurs, c'est déjà beaucoup. Ça a des implications sur la combinaison de fournisseurs qu'on va choisir. Est-ce qu'on va consolider beaucoup? Est-ce qu'on va leur passer beaucoup de services? Est-ce qu'on va déléguer mais contrôler, etc. Bon. Et le deuxième angle, c'est le besoin interne, c'est-à-dire c'est l'expérience du voyageur, de la création du profil jusqu'aux expenses. Et là, il faut faire le parcours du voyageur. Qu'est-ce qui est important pour les voyageurs de Danone, par exemple, et voir ça comme un chemin continu, qui est une expérience client, en fait. Et ça, il faut le construire, parce que est-ce qu'on veut que les gens puissent payer comment? Est-ce qu'il y a des paiements centralisés? Est-ce qu'on veut que ce soit le même environnement quand ils font le booking, quand ils font l'expense? Est-ce qu'on veut une offre hôtel fine avec beaucoup d'hôtels indépendants? Parce que c'est ça le profil de consommation. Il faut analyser la consommation, poser la question aux voyageurs, ne pas hésiter à faire des sondages, etc. Et construire l'expérience client. Et ça, c'est vraiment c'est capital parce que ça a des implications sur le choix des fournisseurs et donc les fournisseurs qui vont pouvoir travailler ensemble. Voilà. Et après, il y a une troisième chose peut-être, c'est se faire expliquer par en faisant du benchmark entre clients, entre collègues, avec des consultants, enfin peu importe, avec les fournisseurs, et comprendre ce que le marché fait et se faire expliquer qui est partenaire avec qui. Parce que tout ne marche pas pendant les appels d'offres, tout le monde dit que tout marche. Bon, c'est un peu frustrant ou un peu plaisant selon de quel côté de la table on est. Mais en fait, dans la réalité, les fournisseurs, tout comme les grandes entreprises, ont des partenariats privilégiés avec tel ou tel. Et cette question, elle est d'autant plus importante qu'il y a eu beaucoup d'activités de fusion-acquisition dans le secteur ces dernières années, où des outils de booking et des outils d'expense ont été créés ou rapprochés. Les TMC se sont consolidés. Enfin bon, tout le monde dans la salle sait ça, mais ça a des implications en termes de partenariat privilégié. On ne peut pas faire tout avec tout. On ne peut pas connecter de la même façon, en tout cas, tous les acteurs. Donc là-dessus, il faut être informé. C'est pas bien ou mal, simplement, il faut comprendre qui travaille de façon privilégiée avec qui et faire un petit mapping. Voilà, c'est le troisième... à mon avis, c'est la troisième chose qu'il faut avoir en tête quand on s'attaque à la question de la combinaison des fournisseurs. Voilà. Est-ce qu'on a des questions dans la salle?
Non? Eh ben, écoutez, merci, merci beaucoup. Je pense que ça vous a donné une vision, effectivement avec différents angles et je remercie, mes experts, pour leur vision et leur partage. Merci.